Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et c'est la vérité en face ce matin. Osons la mer pour faire de la France la première puissance économique avec Christian Buchet qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Vous Bonjour, êtes donc académicien de marine, ancien secrétaire général de la Grenelle de la mer, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris et auteur de ce livre Osons la mer, une révolution maritime pour faire de la France la première puissance économique mondiale. Et c'est aux éditions du Cherche Midi qu'on vous recommande, bien entendu, avec beaucoup de force. Oui, Christian Buchet, parce que ce que vous dites dans ce livre, c'est à quel point la mer et les océans sont un facteur de puissance, et sans doute même le facteur de puissance originel le plus important. Et vous le dites dès le départ, la France est très bien dotée de ce point de vue-là, et pourtant on est très loin d'utiliser tout notre potentiel. C'est ça. On ne l'utilise pas du tout, en fait, ou quasiment pas. Si vous voulez, j'ai résumé les travaux d'un programme de recherche qui s'appelle Océanis, que j'avais eu le privilège de piloter. C'était 264 chercheurs, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux français inclus, donc des chercheurs issus de 40 pays qui visaient à peser le poids de la mer, c'est-à-dire des flux dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, vu sous l'angle de la mer, l'histoire, c'est ce que j'ai essayé de montrer, devient simple, facile à comprendre, intelligible et pleine de sens, j'allais dire de leçons, mais non, c'est mieux que ça, pleine de sens pour l'avenir. Oui, en tout temps, en tout lieu, le fait de se tourner vers la mer crée les conditions du succès, pas dans une optique productiviste, je suis un environnementaliste, j'ai écrit 2 ouvrages très impliqués là-dedans, c'est pas au sens il faut exploiter, non, c'est une autre manière de voir, ça crée une dynamique de flux. Et c'est ça qui crée, et ce que nous montre également cette recherche, c'est que nous avons la chance, notre génération au sens large, de 317 ans, je sais pas quel âge à vos plus vieux auditeurs, de vivre l'entrée dans un troisième temps de l'histoire. C'est-à-dire que ça n'arrive pas tous les 4 matins, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire, qui va être celui qu'on a appelé le temps de l'océan mondial, parce que figurez-vous qu'en 2050, au pic démographique, sur une bande littorale mondiale de 75 km, ce sera 80% de la population mondiale qui va s'y trouver concentrée. Ouais. Comme l'ont montré les experts de la mer, sans la mer, on ne passe pas. La mer contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable et désirable parce que durable. Et ce qui est très intéressant, et je rebondis sur la question, il se trouve qu'au moment où nous rentrons dans ce nouveau temps, qui est celui du maritime, jamais de toute notre histoire, j'ai même fait travailler mes étudiants là-dessus, même au plus haut de la période napoléonienne, jamais autant qu'aujourd'hui, la France a été aussi grande parce que nous avons... 1994, vous le dites depuis le deuxième domaine maritime au monde. En fait, il y a un nouveau droit de la mer, les accords dits de Montego-Bay en 1994, qui créent des domaines maritimes. Tout pays qui est bordé de la mer, à condition qu'il n'y ait pas un pays en face, ça ne marchera pas dans le Pas-de-Calais, on a une zone d'exclusivité économique de 200 000 marins. Alors le 1000 marins, c'est 1852 mètres, 200 fois 1852 mètres, c'est bon moyen que les gamins s'entraînent pour le bac, c'est 372 km. Donc vous prenez une île française, pour comprendre son domaine maritime, vous faites un périmètre à partir d'un rayon de 372 km, et ça fait de la France le premier ex-aequo avec les États-Unis, domaine maritime, derrière, très loin, les outre-mer, bien sûr. Grâce aux outre-mer, à 96% d'outre-mer. C'est ça qui est intéressant, parce que le numéro 1 États-Unis, le numéro 3 l'Australie, c'est par la taille de leur métropole, nous, on vient de le dire, c'est à 96% par l'outre-mer, c'est-à-dire que nous sommes le domaine maritime mondial le mieux ventilé au monde. Alors, on n'en fait rien. Bon, il ne s'agit pas de piller, il ne s'agit pas d'exploiter, non, c'est pas cette optique-là. Mais pour vous montrer quand même les choses, si vous prenez la Chine, qui n'est pas un pays négligeable, c'est le 10e domaine maritime. On sait, grâce à l'espionnage américain, qu'au plus haut niveau de l'entourage immédiat du président chinois Xi Jinping, il considère que le seul élément qui pourrait empêcher la Chine d'être la première puissance économique mondiale en 2049, parce que c'est l'année qu'ils ont choisi, eh bien, pour le centenaire de la Révolution, c'est de ne pas avoir, ils ont 3,8 millions de domaines maritimes, la France en a 11, il leur faut un minimum de 5 millions, c'est-à-dire il leur faut un minimum d'1,5 million de domaines maritimes en plus, parce que vous avez tout dans la mer. Mais c'est pas pour exploiter, c'est que la mer nous ouvre à un infini de possibilités. Ben justement, on va en venir à ça. Vous dites que la mer est indissociable de notre santé, c'est-à-dire que dans la mer, il y a beaucoup de choses aussi pour aider l'être humain. Bah écoutez, vous êtes magnifique ce matin, on vous voit pas, c'est la radio malheureusement, mais vous êtes des poissons desséchés. C'est-à-dire on sait en toute certitude depuis la fin. Ah non, mais c'est très beau, vous voyez que vous avez une vision négative sur la mer, c'est magnifique les poissons, c'est très souple en plus. Non, pourquoi ? Parce qu'on sait en toute certitude aujourd'hui que la vie émane des océans. Oui. On ne sait pas de quel grand singe on rappelle que quand même les océans, c'est 72% de la surface de la Terre. 72% de la surface de la Terre, 361 millions de kilomètres carrés, c'est folie. Et en fait, le seul univers a 4 dimensions. C'est-à-dire que vous avez la surface, on connaît, la tranche d'eau,
qui peut descendre jusqu'à plus de 11 km dans la fosse des Mariannes. Il y a un peu plus de 100 ans, on considérait qu'en dessous de 250 mètres, il y avait une zone azoïque, c'est-à-dire où la vie n'existait pas. Troisième dimension de la mer, c'est la Terre. 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées. On sait même maintenant, accrochez-vous, que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. Bon, si vous prenez, alors on vient du milieu marin, donc c'est dire que quelque part on a une osmose. On sait très bien qu'on est doublement maritime parce qu'on vient, la vie émane du milieu marin et qu'on a passé 9 mois à peu près dans le ventre de notre mère dans une parfaite osmose maritime en quelque sorte. Et ce que l'on sait aujourd'hui, quand je développais déjà la mer il y a bien longtemps, on croyait il y a 15-20 ans, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Avec le développement de la métagénomique qui consiste à faire le séquençage non pas de gènes isolés mais croisés, les microbiologistes nous disent on connaît à tout casser 3% de la microbiologie marine. Alors c'est là vous voyez que la pollution, détruire un univers qu'on ne connaît pas, dont nous sommes issus, dont on a besoin, c'est une dinguerie. Mais comment vous l'expliquez ça, justement c'est l'inconscience. On parle jamais. Non mais comment on peut se dire qu'aujourd'hui, en 2022, avec la technologie, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on a, qu'on ne connaisse que 2%? Pourquoi? Parce que c'est l'infini. Quand vous jetez, je ne devrais pas dire ça pour les vacances, mais quand vous jetez à la mer, vous provoquez un tsunami incroyable. 99,9 et des pouillèmes encore, c'est totalement visible à l'œil nu. C'est le domaine des cachalots, mais c'est le domaine de tout un tas. C'est une soupe de vie incroyable. Aujourd'hui, on est bloqué par un certain nombre d'outils. On connaît mieux la surface de Mars, la Lune, ça va sans dire, que le fond des mers. Alors, il y a des grands projets. On a vu de nos yeux vus, en fait, 5% du fond des mers. On a des données à peu près fiables sur 15 autres %, donc ça fait à tout casser 20%. Pourquoi? C'est pas évident. Ça équivaut à explorer le fond des mers, pardonnez-moi, ça équivaut à explorer les Alpes de nuit avec une lampe électrique. Donc, c'est pas évident. En fait, beaucoup de nos auditeurs ont déjà vu le fond des mers à travers un planisphère qu'on achète, d'ailleurs, qui est d'origine française, mais c'est pas qu'on a vu. C'est pas que ça n'existe pas, c'est uniquement par altimétrie spatiale, c'est-à-dire par déformation, vague retirée, par déformation de la surface qu'on sait, c'est-à-dire vous avez des pics. Vous avez un pic d'1,10 m, c'est que vous avez une grosse montagne qui pousse en dessous. Vous voyez, on n'a pas vu. On va y aller de plus en plus. Mais il ne s'agit pas d'exploiter, il s'agit de découvrir des choses et nous inspirer de la mer. On en parlera peut-être. Eh bien, Christian Buchet, vous restez avec nous, on revient dans un instant. On parlera notamment du port de Marseille, si vous voulez bien. Il y a des choses à dire, justement. Oui, et de celui du Havre aussi. Il y a peut-être des choses à dire. Ou aussi, pas assez, en tout cas. Nos deux grands ports. Voilà, c'est ça. Et peut-être de l'Alsace-Lorraine aussi. Tout c'est lié. Voilà, c'est ça. Dans la mer, c'est la fluidité, donc tout est lié, rassurez-vous. On va pas faire des chapitres différents. On en parlera dans quelques instants. 0826 300 300, vous avez des questions à poser à Christian Buchet. Il est là jusqu'à 10h. À tout de suite. La vérité en face. Osons la mer pour que la France devienne la première puissance économique. Christian Buchet est avec nous pour ce livre Osons la mer, une révolution maritime. Voilà, aux éditions du Cherche Midi. Oui, on voulait parler aussi du port de Marseille, port du Havre. Ce sont les deux plus grands ports français. Quand on dit grand, on va mettre des guillemets, puisque c'est vrai que sur les échanges avec l'Asie, finalement, on préfère Rotterdam, on préfère Hambourg, on préfère Anvers, on préférera peut-être bientôt Gênes et Trieste. Absolument. Alors, le sous-titre pour faire la France, la première puissance économique mondiale, c'est pas une obsession. L'idée, c'est aujourd'hui de compter et surtout d'utiliser la mer parce que c'est notre chance pour dépasser, parce que ça donne du sens et que c'est le moyen de lutter contre les émissions de CO2. Donc, c'est pas pour exploiter, c'est pour changer notre vision et notre manière de faire. La question des ports, vous avez raison. Pour vous montrer les aberrations, et ça, on ne le sait pas. Tout passe par conteneur aujourd'hui, en dehors du gaz et du pétrole. Bon, si vous prenez la région PACA, avec Marseille en son cœur, un conteneur sur deux qui rentre ou qui sort de la région PACA passe par 3 ports, certes communautaires, mais très périphériques et au nord, qui s'appellent Hambourg, Anvers et Rotterdam. C'est quand même incroyable. C'est folie. Ça compte. On va comprendre pourquoi. C'est un non-sens. C'est-à-dire que la région française la mieux reliée à la maritimité, à la fluidité, s'appelle l'Alsace-Lorraine. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre les choses. Un porte-conteneur passe devant Marseille. Si on se regarde à la jumelle, peut-être qu'on se fait coucou. Il y a 2 jours à 2 jours et demi de navigation, une journée pour dépoter à Anvers, le port belge qui est le premier port français, et 2, parfois 3 jours pour atteindre après Marseille. Donc vous imaginez les émissions de CO2, parce que le transport maritime c'est le moins polluant par tonne transportée. Pourquoi? Quand vous dépotez non pas le plus gros porte-conteneur, c'est le Jacques Sadé de 24 000 boîtes, 24 000 conteneurs, si vous prenez un gros porte-conteneur, 16 000 boîtes, ça fait, on a calculé avec les étudiants, 97 km de camions bout à bout. Et si vous tenez compte de l'espacement entre 2 camions nécessaires, en vertu du code de la
la route qu'on est censé respecter, ça fait 234. Donc vous voyez bien le problème. Qu'est-ce qui Sans compter le tarif. Sans compter le tarif. C'est-à-dire qu'en fait, la pollution de la mer, c'est pas la mer qui le crée, c'est pas uniquement la question des continents de plastique. Beaucoup plus important que les continents de plastique, c'est les émissions de CO2. Parce que la mer, elle est géniale, la mer. Elle produit 50% de l'oxygène que nous respirons. Donc sans la mer, on passerait pas, on le sait aussi. Mais comment on peut accepter ça? Et parce qu'on ne sait pas. Parce que on est uniquement dans le court terme. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pas qu'on n'imagine pas les choses, c'est que nos deux grands ports, c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs, Marseille et Le Havre, sont deux cul-de-sac. Alors, ils sont formidablement dotés en termes d'infrastructure. Alors ça, c'est important, oui, effectivement, de le dire, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'intérieur des terres. Un port ne peut fonctionner que s'il est raccordé à l'intérieur. Nos ports sont deux cul-de-sac. Le conteneur qui arrive au Havre, il a un peu l'air malin, il faut le dépoter, il faudra faire 1,6 km sur un train qu'on va redépoter. Bon, celui qui arrivait à Anvers, il y a déjà longtemps qu'il a atteint l'Île-de-France. Le port de Marseille, bien, vous avez un corridor de fret européen, on peut dire c'est le numéro 3, pour être précis, Rotterdam, Anvers, Bâle, Lyon, il n'a pas été prolongé entre Lyon et Marseille. Donc c'est une histoire de gros sous. Alors c'est une histoire de gros sous, de pensée et d'équilibre entre aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une politique maritime, au risque de vous surprendre, c'est pas uniquement une politique de la pêche. Avant tout, une politique maritime, c'est ce que nos politiques n'arrivent pas à intégrer, parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Parce que c'est une politique d'aménagement du territoire. C'est une politique d'aménagement du territoire. Ils n'ont pas conscience de ça. Ils sont conscients, ils sont parfaitement conscients. Mais il y en a un qui m'a dit, tu mesures bien quand même que c'est plusieurs milliards qu'il faut mettre là. C'est pas moi, mais peu importe moi, c'est même pas mon successeur, c'est mon deuxième successeur qui va en tirer les marrons du feu. Parce que quand vous réfléchissez bien, le fait que tous nos conteneurs passent par l'Alsace-Lorraine, j'adore l'Alsace-Lorraine, mais passent par la périphérie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui? C'était 4 paradoxes qui semblaient contradictoires lors de la crise des Gilets jaunes, mais qu'une politique maritime, qui est une politique d'aménagement du territoire, encore une fois, pourrait réconcilier. Qu'est-ce qui pourrait redonner de la compétitivité aux entreprises? Parce que très honnêtement, plus une entreprise se décale de l'Alsace-Lorraine, moins elle peut être compétitive. Quelle est l'entreprise qui n'a jamais besoin d'importer pour produire, qui n'a jamais besoin d'exporter pour vendre? Plus vous décalez l'Alsace-Lorraine, moins vous êtes compétitif. Donc, une politique d'aménagement du territoire, c'est redonner de la compétitivité aux entreprises. C'est lutter contre la désertification que la crise des Gilets jaunes a bien montré, parce qu'elle existe. Dans les régions où il y avait le plus de problèmes de gilets jaunes, c'était des régions où Louis XIV n'avait jamais mis les pieds. Donc il y a un vrai enquistage de certaines régions. C'est de l'emploi qui permettrait de lutter contre l'accidentologie routière, parce qu'on débattait beaucoup du 80 ou 90, et qui permettrait surtout et essentiellement de lutter contre les émissions de CO2. Vous savez, un frigidaire transporté entre Shanghai et Anvers, premier port français, même s'il est en Belgique, c'est beaucoup moins de CO2 que pour le transport de ce même frigo entre Anvers et la ville de Rennes, qui est au nord de la Loire. Alors là où le temps presse, parce qu'il y a quand même un enjeu, on ne peut pas différer, il s'est passé un événement gravissime, à mon sens, en juin 2019. C'était la dernière venue en Europe du président chinois avant l'affaire du Covid. Il a commencé par l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Italie a passé un accord séparé dans le cadre des nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire la Chine, dans les 10 ans, va cofinancer le raccordement terrestre, encore une fois, de Gênes, Savone et Trieste, ce qui veut dire que si la France, et l'Union européenne derrière elle, ne désenclave pas le port de Marseille dans les 10 ans, ça va nous passer sous le nez. Attendez, c'est pas le port de Marseille, c'est tout le quart sud-est, avec tous les habitants qui vivent, pas que les entreprises, tout le quart sud-est de la France qui est, je prends le mot qui me vient, planté. Ça, c'est dingue. Une question aussi sur le pouvoir d'achat. Vous avez parlé des gilets jaunes parce que la question aussi maritime, des mers, des océans, c'est très relié aussi à cette question du pouvoir d'achat. Vous le montrez bien dans ce livre. 92% en volume du commerce mondial passe par la mer. Alors ça n'arrive pas en bateau si vous n'êtes pas au bord de la mer, mais tout arrive, si vous voulez, par le biais. Donc le maritime, c'est essentiel. Il n'y a qu'une école de commerce qui traite aujourd'hui de la géoéconomie des flux. Dans nos écoles de commerce, on n'étudie pas aujourd'hui la structuration mentale des Asiatiques. Je peux vous dire qu'en termes de notion d'espace et le temps, ils ne fonctionnent pas tout à fait comme nous, et je vois mal quels sont ceux de nos jeunes qui n'auront jamais affaire aux Chinois. Il vaut mieux savoir comment ils fonctionnent. On rentre dans un nouveau temps de l'histoire, il y a une nouvelle manière de voir, d'avoir et d'être, et j'irai même plus loin, j'en profite pour jeter un ballon. On se rend compte aujourd'hui que nous rentrons dans un monde complexe, alors c'est excitant intellectuellement, mais que notre manière de voir, nous à l'Occident, qui a prédominé sur la période qui vient de s'achever, a été beaucoup plus pragmatique, efficace, on fonctionne par ligne droite, les Chinois avancent par cours, c'est beaucoup plus à même de gérer le complexe. Donc il y a certainement de ce point de vue-là, il faut garder ce que nous sommes, il faut s'enrichir aussi des apports culturels des autres. La mer nous montre tout cela. Et vu sous l'angle historique de la mer, toute l'histoire devient simple. Il y a
non pas 4 périodes comme on l'enseigne dans toutes les universités du monde, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la moderne, 16, 17, 18e et la contemporaine. Ça, excusez-moi, mais c'est complètement occidentalo-centré. Il y a 2 périodes derrière nous, le temps des Méditerranées, parce que contrairement à ce qu'on nous a expliqué dans les petites classes, toutes les grandes civilisations sont pas nées autour de notre Mare Nostrum, notre Méditerranée occidentale. Vous avez une mer de Chine où il y a au même moment tout un tas de civilisations intéressantes. Deux Méditerranées qui s'ignorent, sauf quand un empire génial, je pense à l'empire romain, met des liens entre les deux. On sait aujourd'hui que Rome, la grande puissance de l'Antiquité, ça intéresse beaucoup le Sud, a prédominé parce qu'elle maîtrisait, accrochez-vous, les flux dans l'océan Indien. C'est toute la stratégie du président chinois aujourd'hui. Quand on voit qu'en ce moment, l'ONU déclare un état d'urgence des océans, sommet à Lisbonne, Emmanuel Macron est là aujourd'hui, enfin en tout cas à Lisbonne, justement. Alors il est temps d'une part, mais ce que vous dites, en gros, si je vous saisis bien, c'est qu'il y a cette question environnementale. Ah oui, ah oui. Mais pas que. Sans la en mer, gros, c'est ça, quoi. Ah bah non, sans la mer on ne passe pas. Vous savez, on est dans un monde quand même qui est fou parce que en 28 ans, d'ici 2050, il y aura 3 milliards de terriens en plus, soit 3 fois la population mondiale de 1804 sous Napoléon Ier. Donc, je dis pas qu'il faut exploiter, mais il faut s'inspirer. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle le biomimétisme. Il faut qu'on ait une nouvelle vision. Vous savez, on se rend compte quand on regarde avec un regard ou un peu émerveillé ou un peu aimant, chacun mettra le qualificatif qu'il veut, la mer est en avance sur nous sur la manière de concevoir des choses. C'est-à-dire, plutôt que de refaire le monde dans des usines à gaz, on s'aperçoit, pour peu qu'on regarde la nature, au lieu de la piller, l'exploiter, la prendre, si on la regarde se développer, elle sait faire des choses qu'on ne sait pas faire. Je prends un exemple, parce qu'on va au bord de la mer bientôt. Les anti-fouling, ces espèces de substances chimiques qu'on met sur les coques de nos bateaux pour empêcher le phytoplancton de se coller. 1, c'est cher. 2, c'est pas efficace. 3, c'est extrêmement polluant. Mais on s'aperçoit que le requin, par exemple, il y a d'autres exemples, sécrète une substance naturelle qui est efficace. Alors, il ne s'agit pas de prendre les requins, de les presser comme des citrons, mais on peut parfaitement imiter ce genre de choses. Donc on voit que la nature sait faire des choses incroyables. Je prends des bestioles près de chez nous. Les moules, elles sécrètent une colle qui s'appelle le byssus, qui marche dans l'eau et même dans l'eau de mer. Et c'est la colle la plus forte que l'on sait faire. Tout est comme ça. Quand on ne connaît pas plus de 3% de la microbiologie marine, mettons-nous, il y a un nouveau rapport entre l'homme et son environnement. Il y a un océan finalement à découvrir encore davantage. C'est passionnant. Ça s'appelle Osons la mer, une révolution maritime pour faire de la France la première puissance économique mondiale. C'est aux éditions du Cherche Midi. Un grand merci, beaucoup, Christian Buchet, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour en parler. Merci à vous.